Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Nous sommes le 13 décembre 2025, bientôt 2026 qui arrive, ça va être trop bien. Beaucoup de streams qui sont prévus pour 2026. N'oublie pas YouTube, n'hésite pas à venir sur Twitch d'ailleurs pour profiter de toutes ces émissions. Je vais streamer beaucoup, surtout en 2026. Il y aura pas mal de jours consacrés au streaming. Donc si tu veux profiter de l'expérience live avec des interactions toutes plus intéressantes les unes que les autres, avec le chat, des débats incroyables autour de l'amitié entre espèces animales, l'amitié entre l'humain et les autres animaux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Eh bien, ça a été l'enjeu d'un énorme débat dans le chat depuis au moins, bonjour à tous, une demi-heure. Non, j'exagère. Voilà. En même temps, je vis à Aix-en-Provence. C'est normal que j'exagère, je suis un peu trop près de Marseille. Bref, on n'est pas là pour parler des animaux. Il fallait venir. Bah ouais, YouTube, il fallait venir un peu plus tôt si tu voulais parler des animaux. Là, on va parler des ondes avec un grand Z. Non, c'est pas vrai, c'est la liaison. On va parler des ondes électromagnétiques. Tu sais, la lumière. Tu sais, les infrarouges, les ultraviolets et tout ça. En vrai, on va parler d'un type d'onde particulier qu'on appelle les ondes radio. Et il y a une grande question qui taraude le citoyen. C'est est-ce que Doutz s'est réabonné? Et la réponse c'est oui. Merci beaucoup à Doutz pour son réabonnement avec Prime. Encore. Toujours plus de subs. N'hésitez pas bien sûr à sub pour aider au financement de la chaîne. Point d'exclamation radiofréquence. J'ai la ref. Donc voilà, de quoi il s'agit aujourd'hui? C'est un article de l'INSERM qui sera à l'honneur et qui va tacler le sujet de la nocivité des ondes électromagnétiques. Alors pas n'importe quelles ondes électromagnétiques, parce que comme j'ai commencé à l'évoquer, les ondes en fait électromagnétiques, c'est un spectre, sans mauvais jeu de mots, très très large. Un spectre très très large d'ondes différentes. Donc là, ce qui va être surtout discuté, ça va être les ondes qu'on dit radio, une famille d'ondes particulières qui sont employées dans nos moyens de télécommunication. Alors pas seulement, mais surtout beaucoup dans les moyens de télécommunication, et en particulier dans ce qui est 4G, 5G et compagnie. Beaucoup de citoyens se posent la question, et à raison, c'est important de se poser la question, est-ce que ces ondes sont dangereuses pour notre organisme ? Est-ce qu'on est condamné à tous mûrir, par exemple, à cause de ces ondes-là? Eh bien, ce sont des questions très sérieuses qui sont posées au sein de la communauté scientifique, avec des échanges entre scientos, entre chercheurs sur ces questions-là. Non seulement l'article va tacler cet aspect-là, mais en deuxième partie, vous allez le voir, l'article va aussi expliquer en quoi les ondes peuvent quand même servir directement à la médecine comme traitement pour certaines conditions médicales. Scientifique. Voilà pour l'introduction. Donc, commençons. Trêve de vabardage. Est-ce qu'il y a un vrai danger avec les ondes électromagnétiques? Vous avez raison de vous inquiéter, parce qu'on ne sait jamais. À chaque nouvelle technologie qui est déployée au sein de la société, eh bien, il faut bien sûr se poser la question si cette technologie ne va pas nuire à notre propre santé. C'est tout à fait légitime, en tout cas, de se poser la question. Et vous allez le voir que ça a été une recherche qui a été menée depuis déjà des dizaines d'années, depuis, on va dire, l'électrification massive de la France. Eh bien, vous avez eu tout un tas d'études qui ont été menées pour voir si ces champs électriques / champs magnétiques qui sont générés à cause de cette électrification, eh bien, est-ce que tous ces éléments-là, tous ces champs nouveaux que notre corps subit, est-ce que ces champs ont un réel impact sur notre santé? Donc déjà, il faut comprendre, alors c'est ce que rappelle l'article de l'INSERM, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est constamment bombardé par des champs, par des ondes électromagnétiques. Alors, de base, même avant l'existence des sociétés modernes telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec, comme je disais, l'électrification, même avant la découverte à proprement parler et surtout la maîtrise de l'électricité, on restait des organismes bombardés par des ondes électromagnétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a, ne serait-ce qu'au moins, la lumière du soleil qui est composée de tout un tas d'ondes électromagnétiques qui traversent notre corps. Déjà, dans les ondes électromagnétiques avec lesquelles on est en contact, il y a la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle est elle-même composée de tout un tas de familles d'ondes différentes, d'accord?
Et après, celle qui nous arrive de lumière du soleil au niveau de notre peau, au niveau de notre corps, est elle-même composée de plusieurs familles. Il y a la partie la plus évidente qui est la partie visible, on va dire, ce qu'on appelle la lumière visible. Donc c'est littéralement ce qu'on peut voir, la lumière telle qu'on la voit. Quand vous voyez une lumière, que ce soit la lumière du soleil ou la lumière d'une lampe, c'est que c'est la fraction des ondes électromagnétiques que votre œil est capable de capter. Mais en fait, il existe aussi des ondes que votre œil n'est pas capable de capter. On pourrait appeler ça les ondes invisibles, si vous voulez. Et ces ondes, en fait, elles sont très nombreuses. Il y en a plein qui sont plus ou moins utilisées quotidiennement. Il y a, par exemple, les UV, qui sont des ondes invisibles, qui sont aussi dans la lumière du soleil et qui sont responsables, par exemple, de la production de vitamine D au sein de votre corps, même s'il y a aussi d'autres mécanismes éventuels. Mais bref, les UV qui servent à la fois pour notre corps, mais qui peuvent être aussi source de danger, bien sûr. On rappelle l'importance de se protéger la peau été, mais comme hiver, hein, se protéger la peau des UV qui sont aussi néfastes et qui peuvent entraîner des coups de soleil, voire même plus. Donc ça, c'est une catégorie d'ondes, les UV, mais il en existe d'autres. Il y a les infrarouges, on ne va pas toutes les faire parce que c'est pas le sujet. Ici, il s'agit de s'intéresser, encore une fois, aux ondes aux ondes radio plutôt. Les ondes radio qui sont une partie, encore une fois, des familles existantes, sachant que les ondes radio font partie des catégories d'ondes les moins énergétiques qui soient. C'est-à-dire que contrairement aux UV, j'en parle là parce que c'est important dans la thématique de la nocivité, contrairement aux UV, les ondes radio, elles, n'ont pas un caractère ionisant, on dit, c'est-à-dire vont aller flinguer la matière, vont réussir à ioniser, vont réussir à arracher des électrons de la matière. Et en particulier, nous, on ne veut pas que nos cellules, la matière qui compose notre corps, nos cellules et compagnie, soient affectées par ce type de rayonnement. D'accord ? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ondes dont il s'agit quand on parle d'ondes radio, donc quand on parle de 4G, 5G et compagnie, c'est des ondes utilisées beaucoup en télécommunication. Ce sont des ondes qui font partie des ondes les moins énergétiques de la grande famille des ondes. Okay ? C'est important de le comprendre déjà pour réussir à appréhender l'impact sur l'organisme. Merci, on parle de rayonnement ionisant. Oui, tout à fait. Donc les rayonnements ionisants, c'est les catégories d'ondes qui sont capables d'affecter la matière au niveau moléculaire, voire atomique, c'est-à-dire au niveau même des électrons eux-mêmes qu'on arrive à séparer de la matière. Bon bref, peu importe. En tout cas, c'est pas ce dont il s'agit aujourd'hui avec les ondes radio. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on ne parle pas, même si par exemple, on exclut le soleil comme source d'ondes électromagnétiques, il faut savoir que même au sein de notre cerveau, on est nous-mêmes nos propres générateurs d'ondes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau génère des courants électriques. Les principales cellules cérébrales, que sont les neurones, sont sensibles aux champs électriques. Comme l'illustre le chercheur Julien Modolo, qui d'ailleurs va intervenir plusieurs fois dans cet article pour expliquer son domaine de recherche, qui sont les ondes et en particulier leur impact sur notre organisme. En fait, comme notre cerveau lui-même, comme au sein de notre cerveau, on a des cellules qui vont transporter de l'information sous forme, par exemple, parfois d'électrons qui se déplacent, sous forme, si c'est pas d'électrons, ça va être des espèces chargées. Comme il y a des espèces chargées ou des électrons qui peuvent se déplacer, alors il y a génération d'un courant électrique. Si un courant électrique est généré, alors il y a un champ électrique, voire magnétique, voire les deux, champs électromagnétiques, je vais dire pour simplifier, il y a un champ électromagnétique qui va être généré. En fait, pour qu'un champ électromagnétique existe, enfin soit généré, il faut en général qu'il y ait un déplacement de charge. Alors soit c'est un déplacement d'électrons, soit c'est un déplacement d'espèces chargées positivement ou négativement, sachant que les électrons sont eux-mêmes des particules chargées négativement. Bref, tout ça pour vous dire que des phénomènes qui génèrent des champs électromagnétiques, il y en a plein. C'est pas que le soleil, c'est pas que l'électrification du monde. Bref, naturellement, il y a plein de processus
qui sont à l'origine de génération d'ondes électromagnétiques. Et au sein de notre cerveau, on a des charges qui se déplacent et donc qui génèrent aussi des champs électromagnétiques au sein de notre tête. Bon, c'est pas équivalent, tous les champs électromagnétiques ne sont pas comparables, bien sûr, c'est pas les mêmes intensités, c'est pas les mêmes ordres de grandeur, mais voilà, c'est quand même important de comprendre que le phénomène qu'on appelle un champ électromagnétique, ce n'est pas quelque chose de purement artificiel, encore une fois. Pôle Nord, pôle Sud de la planète aussi, bien sûr. La planète elle-même est baignée dans un champ électromagnétique. En fait, la planète elle-même génère un champ électromagnétique dans lequel nous baignons en réalité. Ce champ électromagnétique qui vient des mouvements de la matière au sein du noyau externe, je crois. Si je dis pas de bêtises, noyau externe de la Terre. Salut Libre Skepti. Donc ce qui est intéressant, c'est le contexte aussi dans lequel s'inscrit cette question-là. Il faut savoir que le fameux chercheur Julien Modolo, dont je viens de parler, qui est chercheur à l'INSERM, a co-organisé en juin dernier la 4e conférence internationale sur le bioélectromagnétisme. Donc c'est cette discipline qui s'intéresse à l'interaction entre les ondes électromagnétiques et le fonctionnement biologique de notre corps, quoi. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que on a l'impression, enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas encore observé d'effets délétères des ondes, en particulier, enfin des ondes radio, des ondes 4G et compagnie sur l'organisme, qu'il ne faut pas continuer à s'y intéresser pour voir si, peut-être à l'avenir, un certain effet pourrait avoir lieu, quoi. Restons le plus prudent possible. Donc cette conférence a permis de faire le point sur les travaux les plus récents concernant la potentielle nocivité des ondes sur le corps humain. Donc d'une part, il y avait des travaux qui ont été menés pour présenter l'état de l'art sur cet aspect-là, et d'autre part, des travaux qui montrent comment ces ondes peuvent être employées à des fins médicales. Et je rappelle que l'article va tacler les deux. Bref, fin du suspense. Enfin, je vais vous parler de 5G. Est-ce que la 5G est dangereuse pour la santé? Pour le moment, la littérature semble dire que non, absence d'effet. Je dis bien pour le moment. Bien sûr que bien sûr que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc on ne sait pas. Et pour le moment, c'est juste ce qu'on sait pour le moment. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'à l'avenir, on ne va pas découvrir des choses. Mais les ondes telles qu'elles sont, en tout cas, notre exposition, telle qu'elle est aujourd'hui avec la 5G, est une exposition qui, a priori, n'est pas dangereuse pour nous. Salut chez Dark Falls. Pour cela, comme le dit Hugo Link, il faut par contre, si vous voulez absolument pas subir les problèmes de la 5G, il faut que vous fassiez vacciner. Surtout, ça marche très très bien avec le vaccin contre le SARS-CoV-2. Voilà, petit tips pour tous ceux et celles qui ne veulent pas souffrir de la 5G, n'hésitez pas à vous faire vacciner. Non, ça n'a rien à voir, bien sûr. Fin de la blague. Je le dis parce que je sais que le nombre de teams premier degré, surtout que j'ai été premier degré jusqu'à maintenant. Donc il faut que je désamorce maintenant, parce que sinon je suis foutu. Donc là, on va parler de différents types d'ondes. En réalité, on peut faire la distinction. Au sein des ondes, parce que là, j'ai un peu tout mélangé, mais au sein des ondes radio, on peut faire des distinctions. Toutes les ondes radio ne se valent pas. Attention tout de même à faire des distinctions entre les différents types d'ondes radio, parce que tout à l'heure, j'ai fait une généralité en disant « Oui, les ondes radio, c'est les moins énergétiques, donc t'es qu'à tes frères, ça devrait pas interagir et te faire du mal. » Bon, on peut quand même faire des distinctions, des nuances qui sont intéressantes. Il y a des ondes radio dont la fréquence sont un peu plus élevées. Et ces ondes-là, en fait, elles sont un peu plus énergétiques. Comme la fréquence est plus élevée, qui dit fréquence plus élevée dit énergie un peu plus élevée. Et qui dit énergie plus élevée dit aussi interaction avec le vivant.
C'est-à-dire qu'au sein des ondes radio, vous allez distinguer les ondes radio qui sont plus énergétiques, qui ont une fréquence plus élevée, de celles qui en ont moins. Si vous avez des ondes radio avec des fréquences très basses, donc moins énergétiques, alors elles auront tendance à traverser plus facilement la matière, à moins interagir avec. C'est ça. Si vous voulez, pour le dire un peu simplement, plus l'onde a une fréquence élevée, plus elle est énergétique, et aussi plus elle va interagir avec des constituants de la matière, souvent des constituants de plus en plus petits. Elle va avoir une interaction avec la matière de plus en plus fine. Si à l'inverse, l'onde est de fréquence basse, moins énergétique, alors elle va avoir tendance à s'en foutre de la matière, à passer à travers. C'est pour ça qu'il y a aussi tout un tas d'ondes de très basse fréquence qui, elles, vous traversent et n'interagit avec aucun constituant de votre organisme, quoi. Voilà. Donc pour des ondes qui, elles, ont des fréquences plutôt élevées, elles vont quand même interagir avec vous, mais ne vont pas passer la barrière cutanée. En gros, elles vont s'effondrer, l'onde va un peu s'écraser sur votre peau, un peu à l'instar, moi c'est ma comparaison un peu du cul, mais c'est un peu comme si vous étiez dans une piscine, qu'il y a une vague qui arrive sur vous et votre vague s'écrase sur votre peau. Bah en fait vous allez juste annihiler la vague, parce que en fait la vague elle va rentrer contre vous et elle va pas avoir d'effet significatif sur votre peau, quoi. Là c'est un peu pareil, imaginez que vous avez une vague, une onde électromagnétique qui en fait juste s'écrase, elle va forcément interagir avec les constituants de votre peau, mais sans créer d'effet délétère sur la nature de la matière qui compose votre peau. C'est-à-dire que les cellules de votre peau ne vont pas significativement être dégradées à cause de cette interaction. Les plus récentes études ne montrent aucune élévation de la température cutanée chez des jeunes adultes exposés à ces ondes. Donc déjà, voilà, parmi les choses qu'on peut essayer de noter dans l'interaction onde-matière, c'est de voir si l'onde en question, avant de voir si elle détruit la matière, c'est de voir si déjà elle l'échauffe un peu, si une partie de l'énergie de l'onde est en fait absorbée par les cellules de la peau et que ces cellules vont chauffer à cause de ça. Après, il y a autre chose que dit Jessine N. Berry dans le chat qui est important, et là j'avoue je vais pas rentrer dedans parce que moi-même c'est des éléments que je maîtrise pas très bien, mais si on veut parler de la nocivité des ondes, il faudrait aussi parler de l'amplitude des ondes et pas seulement de l'énergie et de la fréquence. Il faut pas seulement parler d'histoire de fréquence d'ondes, mais aussi de la nature de l'amplitude, de l'intensité de l'onde en question qui est traduite par l'amplitude. Mais ça, cette question-là n'est pas discutée dans l'article, donc moi je ne veux pas aller plus loin. Après, si vous voulez en parler dans le chat, il n'y a aucun problème, ça permettra de compléter aussi la discussion. Là, on va parler juste des niveaux, on va considérer qu'on est dans les niveaux d'exposition usuels que reçoivent les gens avec les amplitudes usuelles d'ondes qu'on reçoit. La fréquence, ça joue peanut, c'est la puissance. Si, ça peut jouer un peu, la puissance joue aussi, bien sûr. Mais là, on va considérer qu'on est dans les amplitudes, encore une fois, qu'on connaît au quotidien. Donc voilà, pas d'élévation de température, pas de dommages à noter sur les cellules de la peau. On a scruté, enfin ils ont, moi j'ai rien fait, hein, mais les recherches, elles ont également essayé de diagnostiquer s'il y avait des effets au niveau des ondes cérébrales. Alors ça parle d'ondes alpha, c'est vrai que je voulais faire des recherches dessus pour être sûr de savoir ce que c'est, mais j'ai pas eu le temps, enfin j'étais sur autre chose et j'ai oublié. Si vous voulez mettre ce que c'est, si vous voulez expliquer ce que c'est les ondes alpha dans le chat. En tout cas, a priori c'est les ondes qui sont activées, enfin des ondes qui sont générées, j'imagine, par le cerveau quand lui-même le cerveau se repose. Donc c'est des ondes qui, je crois, alors je sais pas si c'est des ondes qui sont générées quand seulement on dort par exemple, ou si c'est des ondes que le cerveau génère aussi quand on se repose ou qu'on fait rien, je sais pas. Bref, au niveau de l'activité cérébrale, on voulait voir si les ondes radio avaient aussi un impact
sur le fonctionnement de notre cerveau. Résultat, rien à déplorer, chef. Pour l'instant, aucun effet n'a été mis en évidence, mais les études doivent être reproduites pour établir un consensus et répondre à la désinformation qui entoure ce sujet. Donc voilà, on reste prudent tout de même. Encore une fois, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est pas parce que on montre que zéro effet, on montre qu'on ne voit pas d'effet, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne peut pas y en avoir dans d'autres circonstances ou alors sur une exposition plus long-termiste. Bref, ça reste un sujet ouvert. Ne vous inquiétez pas, les chercheurs qui travaillent sur ça vont continuer de travailler sur ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne la téléphonie 5G et pour qui est associée à une fréquence élevée plutôt, des ondes radio à fréquence élevée. Et le fait que ces ondes 5G vont avoir tendance à juste s'effondrer, on va dire, à se dissiper au moment où elles interagissent avec la peau, pas à rentrer à l'intérieur de l'organisme, et n'ont pas l'air d'avoir d'interaction non plus avec l'activité cérébrale. Maintenant, il y a une autre catégorie d'ondes chez les ondes radio, c'est les ondes, comme je vous ai dit un peu plus tôt, qui elles sont plutôt de basse fréquence. Donc là, pour ce qui concerne la basse fréquence, c'est des ondes qui vont être traversantes. En réalité, c'est des ondes qui vont quasiment pas ou extrêmement peu interagir avec les constituants de notre organisme. Un exemple de fréquence, c'est 50 Hz par exemple. Ils peuvent passer la barrière de la peau et pénétrer les organes. On étudie donc les potentielles conséquences du champ électrique induit dans le corps. Mais comme ils le disent, ces conséquences sont faibles, voire inexistantes. Il y a quand même tout de même une étude qui est soulignée. Une étude des travaux américains qui date de 50 ans suggérait que les enfants habitant à proximité des lignes haute tension présentaient un surrisque de cancer. Donc il y a une étude d'il y a environ 50 ans qui posait cette hypothèse. Depuis, il y a plusieurs études qui ont été menées pour essayer de voir si la situation, si c'était des résultats répétables, en gros si on arrivait à observer ce même phénomène sur des populations qui vivaient à proximité des lignes haute tension. Et en fait, ils ont remarqué que c'était compliqué de le mettre en évidence. En tout cas, si un surrisque existe, il est extrêmement faible, de l'ordre d'1 à 10 cas par an en Europe. En gros, si il existe vraiment un effet, on va dire, cancérigène de ce type d'onde, ça doit concerner 1 à 10 personnes dans toute l'Europe qui est électrifiée par an. Donc ça encore une fois, peut-être que l'effet existe, mais alors il est extrêmement peu, on va dire, il est extrêmement peu en termes de gravité. La gravité est extrêmement faible, quoi. Et si ce surrisque était avéré, le mécanisme d'action serait complètement inconnu, c'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas pourquoi, quel serait le lien, vraisemblablement, comment expliquer après d'un point de vue purement biologique, pourquoi le cancer, enfin là c'est pas n'importe quel type de cancer, je sais plus, là, il précise pas, mais pourquoi, quels seraient les mécanismes biologiques qui seraient à l'origine de l'émergence d'un cancer derrière. Voilà. Salut Captain Trafalgar. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mutations génétiques qui rendraient davantage sensibles à certaines fréquences d'ondes électromagnétiques? Ah, tu parles de la sensibilité, genre... Là, tu parles d'un autre sujet. Est-ce que tu parlerais pas du sujet de l'hypersensibilité aux ondes? C'est ça dont tu veux parler, ou juste le fait qu'on peut avoir une santé plus précaire aux ondes? En fait, bon, c'est une hypothèse. Ce que tu dis, c'est une hypothèse intéressante, mais il faudrait réussir à le montrer. Il faudrait réussir à voir si parmi ces gens qui auraient développé un cancer à cause des ondes, est-ce que c'est un terrain génétique ou pas? En tout cas, aujourd'hui, s'il y a effet, il est extrêmement faible, donc on n'est même pas sûr que ça soit vraiment ça. Et si cet effet existe vraiment, on n'en connaît pas les mécanismes, on n'en connaît pas la cause, quoi. Oui, je parle d'hypersensibilité. Mais ça, c'est encore autre chose. L'hypersensibilité, c'est plus des sensations vraiment désagréables qui sont réelles au sens de les gens se sentent vraiment mal en présence d'ondes, mais c'est un tout autre sujet que celui qui est abordé ici.
Là, on parle d'effets mesurables biologiquement parlant, de maladies qui émergeraient à cause de ça. Alors après, est-ce qu'on peut considérer l'hypersensibilité aux ondes comme une maladie? Quelque part oui, parce que c'est un mal-être réel que ressentent les gens qui sont atteints de ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer l'hypersensibilité avec des... on va dire avec des expériences qui impliquent des ondes, quoi. C'est-à-dire que l'hypersensibilité, on a l'impression que c'est surtout une histoire de mécanisme psychologique qu'il y a derrière, quoi. A priori, voilà, c'est full nocebo, exactement. C'est full nocebo. Encore une fois, l'effet nocebo comme placebo sont des réels effets. C'est-à-dire que je fais une parenthèse sur l'hypersensibilité aux ondes. C'est pas le sujet de l'article, mais je fais quand même une digression parce que c'est important de le rappeler. L'hypersensibilité aux ondes, c'est un vrai mal-être. C'est-à-dire qu'on comment on peut dire ça? On ne décrédibilise pas les gens qui ressentent un mal-être dans ces situations-là. Ces gens souffrent réellement, d'accord? Ce n'est pas des gens qui font semblant de souffrir ou qui sont en mode non, ils font pas la comédie. C'est des gens qui souffrent réellement. Le problème derrière, c'est de réussir à attribuer la cause de la souffrance. Et en fait, toutes les expériences qu'on fait où justement on essaie de voir si c'est vraiment les ondes qui font souffrir, en fait on se rend compte que c'est pas les ondes parce qu'on fait plein d'expériences en aveugle ou même en double aveugle où quand on coupe les sources électriques et qu'il n'y a plus d'ondes électromagnétiques, la personne continue de souffrir alors qu'il n'y a plus d'ondes, ou alors au contraire elle ne souffre pas alors qu'il y a des ondes. Enfin bref, on arrive à mettre en défaut le fait que ce soit les ondes qui soient à l'origine de la souffrance de la personne. Donc si c'est pas les ondes, c'est d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre et qui font que la personne se sente mal. On ne remet pas en question la souffrance de la personne, mais encore une fois la cause qui est derrière. A plus Poloche, merci d'être passé. Ok. Donc c'est un sujet à part qui mériterait aussi d'être traité. On en avait déjà un peu parlé en live d'ailleurs de l'hypersensibilité. Il y avait déjà eu, on en avait parlé dans un article d'un journal mainstream, je sais plus lequel, mais... Donc là, il ne s'agit pas de ça dans l'article, mais plutôt de parler de ce que la littérature scientifique est capable de mesurer, c'est-à-dire quand on expose des organismes au contact, on les expose à des ondes et on essaie de mesurer l'effet de ces ondes. Enfin bon, bref, fin de la parenthèse là-dessus. Donc bref, même pour ce qui... Donc si on se met dans le pire des cas, c'est-à-dire on considère l'influence des lignes haute tension qui génèrent des ondes, elles, basse fréquence, qui sont des ondes traversantes, du coup, qui normalement, enfin, de base, n'interagissent avec rien dans le corps. Bon, sur toute la littérature, toute la connaissance qui a été produite depuis des dizaines d'années, on arrive, si on considère que le risque existe, il est extrêmement faible, quoi. Et donc c'est encore plus difficile de mettre le doigt sur les mécanismes biologiques si ce risque existe vraiment, quoi. Faudrait voir comment sont menées ces études, car en général les personnes qui sont proches des lignes à très haute tension sont des personnes plus précaires que la moyenne, ce qui montre que ceux qui ont le choix ne prennent pas le risque. Et dans ce cas, les risques plus élevés d'avoir un cancer sont probablement plus élevés pour des raisons multifactorielles. Oui, donc ça, c'est ce que tu invoques, c'est l'effet de corrélation n'est pas causalité, au sens de peut-être que ces gens qui développent des conditions de santé délicates, dangereuses, délétères, c'est parce que c'est des gens qui malheureusement ont un rythme de vie, ont un lifestyle qui globalement est plutôt dégradant pour leur santé. Et je dis malheureusement parce que c'est pas des gens qui l'ont choisi, bien sûr. En général, c'est des gens qui sont effectivement dans des conditions financières très précaires. Et merci guitariste. Et de 15. Salut. Et de 15. Let's go. Merci beaucoup pour le soutien. Conditions très précaires et donc moyen de... Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc si conditions financières précaires égale conditions de vie moins... tout simplement moins... garantissant une santé moins bonne que quelqu'un qui a une situation financière à l'aise, quoi. Bien sûr, c'est évident.
Donc ça, c'est pour les études qui ont été menées sur les effets de la 5G et même les études des lignes haute tension. Rien véritablement à déplorer, ou du moins, s'il existe quelque chose, encore une fois, c'est vraiment d'un niveau extrêmement faible. Par contre, il y a des vrais phénomènes, et ça c'est un phénomène que je connaissais pas, donc vous tous et toutes, attention, il est 11h, t'as déjà commencé? Eh oui, j'ai déjà commencé. On est en plein dedans, hein. Guitariste, c'est ouf, hein. Guitariste, ouf, c'est ouf. Là, j'ai appris quelque chose, et peut-être vous aussi, vous allez apprendre quelque chose. Vous, les gros cerveaux du chat, qui savez déjà pour l'innocuité des ondes, vous allez, je pense, apprendre quelque chose. En réalité, il peut y avoir des effets, mais c'est un cas très particulier, ok? Accrochez-vous, parce que c'est assez particulier. Ah oui, apprendre. Donc je vais vous apprendre des trucs. Parce que moi-même, j'ai appris ça. Peut-être que vous connaissez déjà cet effet en vrai. Mais je trouvais ça amusant. Enfin, amusant. Donc en fait, il y a quelque chose qui, a priori, est bien documenté pour les courants électriques qui sont à 50 Hz. Donc c'est plutôt, encore une fois, des lignes basse fréquence. Donc qui vont générer des ondes elles-mêmes basse fréquence qui vont pouvoir pénétrer facilement. Mais quand on met ces ondes, donc c'est là où il y a la notion d'amplitude, je pense, qui joue un rôle. Ces ondes-là, elles peuvent déclencher chez les humains, mais il faut que ça soit l'amplitude de l'onde. Donc si vous voulez, c'est la taille de la vague. Ça va pas être à quel point... La fréquence, je vais faire un petit aparté. La fréquence, c'est le nombre de fois que ça vibre en une seconde. Donc on va dire c'est le nombre de vibrations. C'est la vague, à quel point les créneaux... C'est ça, on dit les créneaux de la vague ? Je sais plus si on dit les créneaux. À quel point les vagues sont resserrées, d'accord ? À quel point il y a beaucoup de vagues dans une seconde. Ça, c'est la fréquence. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait qu'une discussion autour de la fréquence, mais on peut discuter aussi de l'amplitude. Donc l'amplitude, ça va être la taille de la vague. Les crêtes, voilà. Le nombre de crêtes. Si vous avez un nombre de crêtes très élevé, alors l'amplitude est élevée, d'accord ? Donc là, on discute d'une vague, enfin de plusieurs vagues qui sont très éloignées les unes des autres. Autrement dit, amplitude très basse, fréquence très basse, crêtes très séparées les unes des autres. En fait, si vous envoyez des ondes radio de très basse fréquence, mais que l'amplitude est très élevée, c'est-à-dire que la hauteur de la vague est très élevée, donc à des niveaux plusieurs milliers de fois supérieurs à ceux d'une exposition quotidienne. Donc là, on n'est pas équivalent, encore une fois, on n'est pas dans ce qui se passe dans la réalité. C'est pas une exposition normale ici, hein. C'est une exposition à des niveaux plusieurs milliers de fois supérieurs. Donc c'est une amplitude de... Il me semble que c'est l'amplitude. Peut-être que j'ai une mauvaise compréhension du terme niveau ici et que je fais de la désinformation. Auquel cas, je suis désolé. Mais j'ai l'impression qu'ici, on discute davantage de la taille de la vague. Donc imaginez qu'on est à une exposition d'ondes qui est plusieurs milliers de fois supérieure. Il y a un phénomène bénin tout de même, parce qu'on n'a pas observé des conséquences significatives sur la santé. Phénomène bénin sur lequel justement notre fameux Julien Modolo travaille. C'est quoi ? C'est les magnétophosphènes. Est-ce que vous connaissiez les magnétophosphènes ? C'est là où vous allez peut-être apprendre un truc. Les magnétophosphènes, c'est quoi ? C'est une hallucination. C'est littéralement... Enfin, une hallucination. Est-ce qu'on peut parler d'hallucination ? Non, parce que c'est un phénomène réel. Mais en gros, vous voyez apparaître des flashs lumineux. Donc c'est en fait... je sais pas à quoi ils ressembleraient à proprement parler, mais en gros, au niveau de votre œil, vous voyez des flashs lumineux apparaître. Parce que il y a en réalité... Donc là, c'est très bien compris par la littérature. Pour le coup, c'est quelque chose qui a été étudié. C'est les cellules de la rétine. Plus précisément les bâtonnets, pour ceux qui connaissent la structure de l'œil. Les cellules de la rétine qui interagissent directement avec le champ magnétique. Ce champ magnétique intense. Et qui va créer des flashs lumineux pour la personne qui est exposée. Bon, encore une fois, ils disent que le phénomène est bénin. Donc, à part avoir une sorte d'hallucination visuelle, à part une hallucination visuelle, techniquement, ça ne crée pas de dégradation quelconque. Après, j'en sais rien. Peut-être que si effectivement vous êtes exposé à ce truc-là pendant des jours, peut-être que vous allez finir par devenir aveugle. J'en sais rien. J'abuse. Mais bref, c'est en tout cas une expérience, des expériences qui ont été menées. Et... Enfin, c'est un phénomène qui a été pour le coup bien documenté, quoi. Et donc, grâce à ça, grâce au fait que ce phénomène apparaisse, on est capable même de savoir à partir de quel niveau, à partir de quel moment, le phénomène apparaît chez l'humain, quoi.
Grâce à ça, les chercheurs peuvent mesurer l'intensité à laquelle ces magnétophosphènes se déclenchent et ainsi contribuer à renforcer les normes internationales d'exposition afin de garantir la sécurité des travailleurs mais aussi du grand public. Donc l'intérêt de travailler sur ça, c'est pas juste de dire oh là là OMG, regardez c'est rigolo, on envoie une onde extrêmement chargée et on voit ce que ça fait. Le but c'est pas juste de manipuler avec des niveaux d'ondes plusieurs milliers de fois supérieurs à celles de l'exposition quotidienne. Le but c'est pas de jouer au scientifique et à celui qui génère la plus grosse onde. Le but c'est derrière de pouvoir mettre des normes en fait, de pouvoir réguler l'exposition aux ondes des travailleurs, surtout pour les travailleurs d'ailleurs, parce que pour nous qui sont pas dans le domaine, si vous faites pas au quotidien de la maintenance de lignes haute tension, ça ne vous concerne pas vraiment en fait ces études-là. Ces études elles sont importantes pour protéger les opérateurs sur les lignes en fait, pour justement appréhender la quantité d'ondes que ces opérateurs se prennent dans la gueule. Et en fait, quand on fait les expériences, encore une fois, ces opérateurs, en fait, ils sont en sûreté. Enfin, en sûreté. Ces opérateurs, ils n'ont pas de problème de vision. Ils ne voient pas apparaître, ces opérateurs, ils ne voient pas apparaître des flashs lumineux. Là, c'est quand on pousse le curseur de manière exagérée. D'accord ? Là, ils le disent dans l'article, c'est l'équivalent c'est 20 fois supérieur. C'est des champs magnétiques qui sont 20 fois supérieurs aux champs magnétiques auxquels sont exposés les travailleurs sur les lignes haute tension. Donc encore une fois, l'objectif là, c'est de protéger les opérateurs des lignes parce que c'est eux qui sont en fait techniquement le plus exposés aux ondes basse fréquence, ok, qui sont responsables. Alors c'est responsable encore une fois d'un phénomène bénin, de flashs lumineux qui apparaissent dans la rétine. Mais encore une fois, ces flashs lumineux, les opérateurs ne les voient pas parce que ce n'est déclenché que, encore une fois, dans des conditions extrêmes. Donc, faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer le fait que, globalement, l'exposition est bénigne. Enfin, faut bien comprendre que même les opérateurs des lignes haute tension ne reçoivent pas les doses excessives là, des manips, d'une part. Et que justement, comment on le sait ? Parce qu'on a fait nous-mêmes les expériences en laboratoire. Et donc, grâce à ça, on peut faire en sorte de, après, mettre tout un tas de normes qui empêchent, qui protègent les opérateurs. Voilà. Trouble de la vision, c'est pas bénin, je suis désolé. Oui, c'est pour ça que je pense que c'est bénin, mais seulement si tu l'as pendant peut-être une poignée de secondes et encore. J'avoue, ça serait un peu vite vendre le truc. Mais c'est pour ça que on fait aussi, encore une fois, on fait de la réglementation pour éviter que les opérateurs soient réellement soumis à ce type de phénomène. Ils sont en première ligne. Il y a aussi le technicien qui travaille sur les tours radio, téléphone mobile, radio, télévision. Oui, mais ça, comme c'est pas de la haute tension, enfin, je crois pas. Du coup, c'est pas la même catégorie d'ondes. Et là, à ce moment-là, tu sais, c'est 5G et compagnie. À ce moment-là, on est dans l'autre catégorie où c'est des ondes de plus haute fréquence, mais avec, il me semble, du coup, une amplitude qui est pas aussi élevée. La tension est pas aussi élevée. Ou alors peut-être je me trompe. Et à ce moment-là, pas sûr que ça soit... Enfin, à mon avis, ça va être une onde qui, au contraire, va être plutôt de haute fréquence et qui, elle, va s'effondrer au niveau du corps. Va pas traverser le corps, quoi. Bénin, genre tu as le flash, mais ça te dégrade pas la rétine pour autant. Oui, voilà, c'est dans ce sens-là. Du moins, les expériences qui ont été menées n'ont pas observé de dégradation des capacités visuelles des gens qui ont subi ces flashs-là, quoi. Et encore une fois, ces flashs ne sont atteints que à des puissances, à des niveaux de champ magnétique qui sont 20 fois supérieurs au niveau des champs magnétiques usuellement rencontrés par les gens qui travaillent en haute tension. Donc il y a quand même un facteur 20 de différence. Nota, si les ondes s'écrasent dans un objet, c'est qu'il y est absorbé. Ouais, tout à fait. C'est surtout, est-ce qu'on connaît les conséquences à long terme de ces flashs ? Eh ben, c'est une très bonne question et l'article n'y répond pas, ne donne pas d'informations précises sur ce sujet-là. Parce que moi, je ne sais pas, il faudrait voir la littérature, mais je ne sais pas quelle a été leur expérience, pendant combien de temps ces gens, ils ont été soumis
à l'exposition. Parce qu'il est possible, encore une fois, c'est pas parce que c'est bénin sur une exposition de, je sais pas, de quelques minutes que ça va continuer d'être bénin sur une exposition d'heures ou de jours, quoi. Voilà. C'est la fin de cette première partie sur la nocivité des ondes. La deuxième partie, c'est aussi des choses que je pense vous connaissez moins, enfin moi que je ne connaissais pas personnellement. La deuxième partie de l'article est plus dédiée à montrer comment les ondes, au contraire, peuvent être employées en médecine pour traiter d'un certain nombre de conditions. Il y a 2 exemples qui sont présentés, il y en aurait plus à présenter, mais l'article s'est contenté de 2. 2 exemples qui sont proposés. Le premier, c'est en chimiothérapie. Les ondes peuvent être employées en chimiothérapie. Alors déjà, petite représentation un peu grossière de ce que c'est que la chimiothérapie. C'est essayer de traiter... souvent, c'est plus les cancers, c'est les tumeurs qui vont être attaquées, les cellules cancéreuses qu'on va essayer de détruire à l'aide de substances, de molécules actives qui, elles, vont cibler... Alors, vont pas... Si possible, vont cibler que les cellules cancéreuses, mais en chimio, t'as aussi des fois des molécules qui vont tout détruire, quoi, dont les cellules saines. Donc c'est ça qui est un peu compliqué avec la chimiothérapie d'ailleurs, c'est que tu peux avoir des traitements chimiothérapiques avec des molécules qui vont être dévastatrices, pas seulement pour la tumeur, mais également pour les cellules saines. Et donc là, on peut se servir des ondes en chimiothérapie, c'est ce qu'on appelle l'électrochimiothérapie. Et ça consiste en quoi? Et bien justement, ça consiste à rendre la tumeur plus poreuse à la molécule. En gros, enfin là, elle n'est pas là, donc ça va. Je peux raconter que des conneries. Mais là, ça va, je vais rester dans des trucs très, très larges. Donc je pense que ça devrait aller. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que vous intégrez une petite sonde. Vous enfoncez une petite sonde très très fine au sein du corps. Alors souvent, c'est pour ça que c'est plus fait pour des cancers au niveau de la peau. Parce que si le cancer, si vraiment la tumeur, elle est au fond de ton corps, ça va être un peu chaud de réussir à foutre la sonde, aussi fine soit-elle, il faut quand même la faire passer tout un tas de barrières. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'impression, en regardant le Wikipédia, que la technique est plutôt utilisée pour des cancers superficiels au niveau de la peau. Donc l'idée, c'est que vous avez vraiment une toute petite, une très fine sonde que vous allez intégrer, que vous allez essayer de foutre au niveau de la tumeur. Et cette sonde, en fait, elle va générer une impulsion très intense, donc qui peut créer une petite gêne, un peu comme une petite sensation d'électricité pour le patient. Mais voilà, c'est plus une gêne qu'une dégradation à proprement parler. En tout cas, cette impulsion très intense, elle va être générée vraiment... Enfin, la sonde va être vraiment positionnée au niveau de la tumeur pour que cette impulsion, elle affecte surtout les cellules cancéreuses, les cellules autour de la tumeur, quoi. Et cette impulsion, elle va faire quoi? Elle va faire ouvrir les pores de la cellule. Autour de la cellule, vous avez une membrane, d'accord? Même les cellules cancéreuses, bah, elles ont aussi une membrane. Et en fait, l'impulsion électrique va avoir tendance, selon des mécanismes biochimiques bien connus, mais dont je vous passerai les détails parce que moi-même, je ne les maîtrise pas. Cette impulsion, elle va avoir tendance à créer de la porosité, à réagencer, si vous voulez, les molécules qui constituent la membrane, de sorte à ce que la cellule cancéreuse ouvre ses pores plus facilement, accepte plus facilement l'arrivée de substances, le fait d'accepter plus facilement des molécules. Et donc ça, c'est extrêmement puissant, parce que si la cellule cancéreuse est plus poreuse, eh ben, ça veut dire que la substance que tu utilises en chimiothérapie, la substance en question, elle va pouvoir être migrée plus facilement à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Ok? Donc, en fait, l'avantage d'utiliser une sonde et un champ électrique, c'est ici de finalement changer la nature physique de la cellule quelque part en lui permettant d'être plus poreuse et donc d'accepter plus facilement les molécules qu'on utilise en chimiothérapie. Et du coup, ça permet aussi de baisser la quantité de molécules
utilisé en chimio. Parce que vous savez, bon, la chimiothérapie, ça peut être bourrin, ça peut détruire tout un tas de cellules. Et donc, si on veut éviter aux patients de voir des cellules saines être trop détruites, bah, on peut baisser, on va dire, la dose. On baisse la dose de molécules qu'on lui injecte. D'accord ? Donc, on peut baisser la dose puisque on sait que les cellules cancéreuses, là, elles vont accepter plus facilement ces molécules. Donc, c'est à double bénéfice, cette technique de électrochimiothérapie. Ça rend, en fait, comme ça rend plus vulnérables les cellules cancéreuses, pourquoi ? Parce qu'on a foutu la sonde vraiment au cœur de la tumeur. Comme ça rend plus vulnérables ces cellules cancéreuses, alors on peut se permettre de baisser la dose, encore une fois, de molécules en chimiothérapie. Voilà, et baisser la dose, ça fait moins d'effets secondaires, tout à fait. Donc c'est ça la force d'utiliser une telle technique. Et donc c'est, encore une fois, voilà, un exemple d'emploi des ondes dans la lutte contre le cancer. Donc ça, c'est le premier exemple qui a été mis en évidence. Si vous voulez en savoir plus, après, je vous recommande l'article Wikipédia sur l'électrochimiothérapie. Je l'ai regardé un peu et est tout à fait compréhensible. Enfin, c'est intéressant. Si vous voulez en voir plus, il y a pas mal d'infos supplémentaires. Et en plus, coût du traitement diminué. Une autre maladie qui emploie, enfin qui peut être traitée grâce à l'emploi des ondes, c'est entre autres, alors qu'est-ce qu'ils avaient dit ? C'est l'épilepsie, les épisodes épileptiques. Il y a plusieurs travaux qui ont montré que en faisant passer du courant électrique au sein du cerveau, dans certains nœuds neuronaux, donc dans certains circuits de neurones qu'il y a au sein de notre cerveau, en faisant passer un courant électrique au niveau de ces neurones-là, eh bien, on peut changer la plasticité cérébrale. En fait, on peut modifier quelque part le réseau de neurones qui subit, on va dire, le passage du courant. À l'endroit où passe le courant au sein des neurones, ce même réseau de neurones peut se voir un petit peu modifié. Et en fait, si on cible précisément les parties du cerveau qui sont concernées par les épisodes épileptiques, alors on peut diminuer fortement, chez le patient atteint d'épilepsie, on peut diminuer fortement la fréquence et l'intensité de ces mêmes épisodes. C'est-à-dire que on n'est pas là à éradiquer complètement l'épilepsie chez un patient, mais on est capable de lui limiter fortement la fréquence de ces épisodes-là, j'ai l'impression. Donc c'est une technique qui s'appelle TDCS en anglais, qui est en français... alors ils ont mis l'acronyme, mais le truc c'est qu'il faut aller le chercher sur Wiki, ça c'est pareil. Je vais aller... voilà, c'est la stimulation. En plus, il y a une belle photo sur l'article Wikipédia. Ça, pareil, l'article Wikipédia explique plutôt bien comment ça marche. C'est la stimulation transcrânienne à courant direct. Alors ça a l'air compliqué, mais en fait... Le principe est relativement simple. C'est un peu l'image caricaturale qu'on a des gens qui se foutent des électrodes sur le cerveau. Mais c'est tout à fait ça. En fait, là, vous avez sur l'image, l'illustration du patient que vous voyez devant vous, qui en fait a deux électrodes. Une électrode qui va faire rentrer un courant et l'autre électrode qui va récupérer le courant sortant. Donc là, les deux électrodes, c'est les deux bouts verts. En fait, là, vous en avez une en vert ici. Et vous en avez une en vert là. Elle est un peu planquée celle-là. Elle est au niveau de la tempe plutôt. D'accord ? Il y en a une au niveau de la tempe, là où il y a mon curseur. Et il y en a une au niveau du haut de la tête ici. Donc là, il y a deux électrodes. Et le reste là, le truc en plastique là et le bandeau là, ça c'est juste pour tenir les électrodes. Si vous regardez la légende de Wikipédia, c'est expliqué là l'image. Mais en gros, voilà. Les deux électrodes ici sont en vert. Pas en vert, le matériau du vert, mais en vert, la couleur verte. Et en fait, là, il y a une opératrice derrière, une médecin qui fait passer un courant électrique. En fait, c'est un générateur, si vous voulez, qui envoie du courant électrique de faible intensité. Alors, on n'électrocute pas le patient, bien sûr, mais voilà, on va faire passer un courant électrique entre les deux électrodes. Et donc, il y a du courant qui va circuler au sein du cerveau et qui va suivre un certain chemin. Et donc en faisant ça, en fait, vous allez éventuellement pouvoir
modifier ce qu'ils appellent la plasticité cérébrale, donc en fait l'organisation même de ces réseaux de neurones, et on va le faire dans des zones du cerveau où on sait que c'est des zones qui sont concernées, encore une fois, par les épisodes épileptiques. Donc en fait, avant de faire l'expérience que vous voyez sur la photo, en fait, il faut d'abord faire un scan du patient. En fait, il faut d'abord savoir quelles sont les zones de son cerveau qui sont en fait sujettes aux épisodes d'épilepsie. D'accord ? C'est pas direct on fait ça, quoi. Il y a d'abord un certain nombre de diagnostics à faire, un certain nombre d'analyses à faire. Voilà, donc ça fait partie des expériences, enfin ça fait partie des traitements, l'emploi du coup d'ondes, d'un courant électrique, donc d'ondes électromagnétiques, à des fins thérapeutiques, pour minimiser par la suite justement l'intensité et la fréquence des épisodes. Donc voilà, on vise précisément ce qu'ils appellent les nœuds épileptogènes, donc ça veut dire les nœuds neuronaux, les endroits où il y a des neurones qui sont impliqués dans les épisodes qui font les crises d'épilepsie, quoi. Voilà. Un essai clinique a été lancé dans 7 centres sur 60 patients. Aucun effet secondaire n'a été recensé avec cette méthode. Pour certains patients, c'est un changement de vie. La fréquence des crises diminue fortement. Donc voilà, ça a l'air d'être quand même très encourageant. Alors peut-être que ça marche pas tout le temps. En tout cas, bon, a priori pas ou peu d'effets secondaires et un changement de vie pour des gens qui vivent ça, parce que les épilepsies, je suis content de ne pas en vivre, vu à quel point ça peut être douloureux et extrêmement handicapant, contraignant dans la vie, quoi. Voilou. C'est la fin de cet article. On va s'arrêter ici, juste pour la rediff. Et après, je vais vous lire dans le chat. Je vais lire vos interventions. Voilà, ça fera une très belle rediff comme ça. On a fait une petite heure sur cet article de l'INSERM qui était très intéressant, qui a à la fois taclé la partie nocivité de l'onde, nocivité des ondes, où on a vu que quand même, globalement, pour le moment, pas assez d'éléments pour montrer qu'il y avait un effet significatif, sauf éventuellement sur de la basse fréquence avec les lignes haute tension, et encore, si l'effet existe vraiment, il concerne vraiment une poignée d'individus par an, donc on se demande si l'effet existe vraiment. Et ensuite, l'importance des ondes au sein de la médecine, avec 2 exemples, mais il y en aurait d'autres à citer, je pense, d'autres exemples d'application des ondes pour soutenir des thérapies. Voilà, merci YouTube d'avoir été là, j'espère que tu as apprécié, c'était vraiment cool, moi j'ai beaucoup aimé cet article. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!